Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons patrimoine. Bonsoir à tous et nous revoilà pour la 20e émission de cette saison. Tout doucement, on avance vers la fin de notre saison, on avance vers l'été. Voilà, on est en plein printemps et pour nous aussi, il fait beau et il fait aussi beau sur les marchés. La météo des marchés s'est fortement radoucie. Un double édito cette semaine, deux petits sujets. Le premier sujet, il se rapporte au sujet de la semaine dernière sur les crypto-monnaies, qui visiblement a beaucoup plu, puisqu'on a eu beaucoup de questions et on nous a reproché d'avoir oublié une question, en nous demandant si c'était le moment d'y revenir ou pas. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de décrypter ensemble. Est-ce que c'est le moment pour y revenir? Et surtout de voir si c'est peut-être le moment pour les institutionnels qui n'y étaient pas d'y rentrer avec un prix qu'on saura si on peut qualifier de bon prix dans quelques mois, voire dans quelques années. Le deuxième sujet, c'est l'accalmie des marchés. Alors, ce qui est clair et ce qui est sûr, c'est qu'on a eu des marchés baissiers depuis le déclenchement, depuis même un petit peu avant, depuis la crainte du déclenchement de l'offensive qui s'est transformée en offensive. Là, on a eu des marchés baissiers. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, on a une accalmie, c'est une certitude aussi. Et l'incertitude est de savoir si les marchés reprennent leur souffle avant de nous emmener plus bas, ou alors si le bear market est terminé et que maintenant on va soit végéter, soit monter, soit un peu descendre, un peu remonter. Enfin, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, on n'a plus à attendre une autre baisse de 10% qui pourrait nous surprendre. Et ça, c'est un point intéressant. C'est surtout un point intéressant à travailler et à regarder comment il peut évoluer, puisqu'on ne vous le dira jamais assez, l'avenir, on est comme vous, on ne le connaît pas. Donc, pour ce petit débat sur cet édito, il y a Ronnie Chaeli qui nous a rejoint de la financière Galilée. Ronnie était déjà passé avec nous l'an passé dans une émission, et comme il a aimé, puis qu'on a bien aimé, ben, il est revenu pour reprendre le débat. Et donc, comme toujours, c'est David qui va démarrer ce débat. Donc, double débat, David, il y a deux questions. La première sur les crypto-monnaies. Est-ce que c'est le moment d'y retourner pour vous, pour moi, pour tout un chacun? Et la deuxième question, qui est peut-être un petit peu plus taillée à votre manière de penser et à votre métier, est-ce que vous pensez que c'est le moment pour les institutionnels de rentrer, et tout particulièrement les institutionnels qui n'y étaient pas, et ils sont une immense majorité? Et ensuite, la deuxième question, accalmie, pas accalmie, faux rebond. Allez, à vous un petit peu de nous dire ce que vous en pensez et comment vous pensez ça. Eh bien, merci Bernard. Alors, sur les cryptos, je vais prendre le point de vue, on va commencer par le point de vue institutionnel. C'est vrai qu'on a vu ces derniers 12 mois un intérêt assez fort de la part des institutionnels qui se demandaient finalement si, après tout, ils n'étaient pas en train de rater quelque chose, si les cryptos n'étaient pas en train de devenir une classe d'actifs comme les autres. Et du coup, qui dit classe d'actifs dit donc outils d'allocation d'actifs, etc. Alors, au niveau des points d'entrée, bien entendu, et comme toujours, il faut se souvenir, hein, le niveau de volatilité pour les cryptoactifs est juste énorme et sans commune mesure avec le niveau de volatilité qu'on a sur les marchés actions. C'est-à-dire qu'en gros, sur les marchés actions, excuse-moi, sur les marchés actions, quand ça va mal et qu'il y a énormément de volatilité, on a une volatilité qui est autour de 35, 40. Là, on pense qu'on est vraiment, il y a énormément de volatilité. Bon, sur les marchés crypto, 35, 40, c'est quand tout va bien. Et quand il y a de la volatilité sur les cryptos, on a une volatilité qui part à 100%, etc. Donc là, on est sur des régimes de volatilité qui n'ont rien à voir. Donc, bien entendu, il faut essayer de jouer de cette volatilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être contrariant et d'essayer de profiter de moments où justement on ne parle pas trop de cryptoactifs, où tout le monde n'est pas en train de se vanter des gains qu'ils ont fait sur cette classe d'actifs pour investir.
Et effectivement, en ce moment, il y a une période un peu de désintérêt sur la classe d'actifs, ou en tous les cas, il n'y a plus l'effervescence qu'on a pu connaître lorsque le Bitcoin était autour de 60 000 dollars, par exemple. Alors, en revanche, donc en termes de timing, effectivement, oui, c'est mieux maintenant que c'était il y a quelques mois. Maintenant, en revanche, pourquoi y aller? Un institutionnel, ce qu'il cherche, c'est la décorrélation. Okay, c'est des classes d'actifs qui vont se comporter de manière différente les unes des autres. Et là, ces derniers mois, il s'est produit quelque chose qui est très perturbant. C'est que on s'est rendu compte que les cryptoactifs s'étaient comportés exactement de la même manière que le Nasdaq. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une corrélation et non pas une décorrélation. Et ça, je pense que ça peut retarder un peu l'attrait des institutionnels pour cette classe d'actifs. Encore une fois, le but d'avoir des actifs qui sont décorrélés, c'est que ça réduit votre risque, hein, généralement. Vous prenez c'est toujours la même image, hein, de l'avion avec plusieurs moteurs. L'idée, c'est que lorsqu'il y a un moteur qui lâche, vous en avez d'autres qui prennent le relais. Si maintenant, vous avez des moteurs qui lâchent au même moment, bon, l'intérêt d'avoir deux moteurs n'est pas tout à fait avéré. Voilà, donc c'est un petit peu le dilemme en ce moment qui se pose au niveau institutionnel, je pense. On ne vous entend pas, Bernard. Ah, alors ça, c'était pour les Voilà. crypto-monnaies. Et donc, la deuxième partie, la deuxième question, c'est une accalmie, c'est le point bas, vous en pensez quoi? Alors, vous touchez au sujet de ma chronique de la semaine que je vais faire dans quelques instants, puisque effectivement, je pense que c'est la bonne question à se poser en ce moment. Alors, pour ma part, et sans partir sur la chronique que j'avais l'intention de faire, on se retrouve avec effectivement des facteurs de soutien, certains facteurs de soutien qui vont rester là. Et donc, le facteur de soutien qui va rester là, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est la Chine et la réouverture ou les plans de relance de l'économie chinoise. Donc ça, on sait que ça va rester jusqu'au mois de novembre prochain. Pourquoi le mois de novembre? Parce que le mois de novembre, c'est la date du 20e congrès du Parti communiste. Et il faut arriver à ce congrès avec une économie qui va bien et tout se passe bien pour que Xi Jinping puisse se faire réélire et reconduire dans son mandat de président. Donc ça, c'est le facteur de soutien. Après, maintenant, les facteurs de risque, ils sont encore nombreux, ils n'ont pas totalement disparu. Si on commence avec la Chine n'a toujours pas abandonné sa politique de zéro Covid. Donc, si jamais on a une épidémie qui repart, ils vont reconfiner tout de suite. Et donc là, tous les facteurs de soutien ne vont pas arriver à se mettre en place. Et deuxièmement, on a toujours le risque géopolitique en Europe, mais qui, pour moi, a un lien direct avec l'inflation en Europe, qui est tout à fait prégnant et qui n'est absolument pas réglé. On est en train de parler d'embargo sur le pétrole russe. Vous voyez que ça soutient les cours du baril. On est en train de voir que M. Poutine, très gentiment, propose d'apporter une solution à la crise alimentaire, si tant est qu'on abandonne, bien entendu, l'intégralité des sanctions contre l'Union soviétique, la Russie, excusez-moi le lapsus. Et donc, effectivement, c'est ce qui veut dire que si on se retrouve avec de l'inflation qui repart à cause d'une crise alimentaire forte ou d'une crise énergétique forte, on va se retrouver avec la même problématique de remontée de l'inflation, de remontée des taux d'intérêt qui risquent à nouveau de faire peur au marché. Voilà, pour moi, ce sont les deux choses qui vont rythmer un petit peu la vie des marchés dans les mois qui viennent. Alors, sur l'inflation, et c'est là-dessus qu'on va voir, qu'on va demander à Ronnie un petit peu de nous donner son éclairage, donc un éclairage global bien sûr, mais plus précisément sur ce point de l'inflation. Donc, c'est la croissance et le manque d'offres qui a apporté l'inflation, qui est venue elle-même prendre un espèce d'étage avec une deuxième fusée du fait de l'augmentation des matières premières à cause de la guerre. Aujourd'hui, on a la demande qui se réduit un petit peu. En se réduisant un petit peu, elle va aussi réduire le manque d'offres.
Après, sur la politique zéro Covid, on n'en sait rien. J'ai envie de dire c'est dans la main des Chinois, mais à un moment ou un autre, ils vont eux aussi laisser repartir leur économie. Et puis sur les décisions politiques, on a aussi beaucoup du mal à voir les choses. Même si on voit que les premières sanctions ont été prises de manière quasi immédiate à l'unanimité, et là on voit que ça traîne, qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur le pétrole, et on voit que donc l'Occident, et tout particulièrement l'Europe, est plus aussi unanime qu'elle ne l'a été, non pas sur la condamnation de la guerre, là-dessus il y a toujours l'unanimité, mais sur les décisions à prendre et la manière de se comporter. Alors, tout ça, ça fait beaucoup de choses. Un gros travail pour vous, Ronnie, de donner un petit peu un éclairage sur ces points et plutôt d'aller vers là pour donner un éclairage différent. Oui, donc en fait, on a cette inflation qui est finalement la plus mauvaise nouvelle pour les banques centrales, c'est-à-dire qu'après avoir tellement injecté de liquidités, après avoir fait tellement de politiques non conventionnelles, après avoir mis les taux à zéro pendant X années, il fallait aux banques centrales finalement une sortie de crise graduelle où ils pouvaient remonter les taux, sortir des politiques non conventionnelles et puis finalement être dans la graduation par rapport à tout ce qu'ils ont injecté, par rapport au finalement ce qu'on a appelé le bazooka des banques centrales. Et les banques centrales finalement ont l'inverse, c'est-à-dire que elles ont un choc d'offres. Elles n'ont pas une inflation qui vient d'une surchauffe de l'économie, même s'il y a une réouverture des économies après la pandémie, mais globalement, ce n'est pas non plus une surchauffe de l'économie. C'est de l'inflation qui vient de pénurie, de désorganisation de chaînes de production en Asie principalement, de désorganisation de chaînes d'approvisionnement, de désorganisation de toute la chaîne qui fait que le produit arrive du producteur jusqu'au consommateur, et aussi, bien évidemment, de la guerre en Russie, enfin, guerre en Ukraine provoquée par la Russie. Et donc, finalement, les banques centrales, après avoir ouvert ce que moi j'appelle carrément une porte ouverte sur l'inconnu, avec des mesures non conventionnelles jamais utilisées, avec des baisses de taux, des taux négatifs même sur certains taux de référence, on a des banques centrales qui se retrouvent avec une inflation galopante qui est finalement, je pense, selon nous, en tout cas chez Galilée, la pire nouvelle qui pouvait leur arriver. Maintenant, ceci est tempéré par le fait que nous avons l'économie qui effectivement repart après la pandémie, mais que cette économie, on nous promettait des taux de croissance mirifiques, mais où sont-ils ? C'est-à-dire qu'après la pandémie, on s'est dit, voilà, il va y avoir réouverture des économies. On nous parlait, en tout cas, du 5, 6, peut-être 7% pour certains pays du G10, suite à la fermeture administrative des économies en 2020. Où sont ces taux de croissance? C'est-à-dire ces taux de croissance ont été totalement, finalement, remis en question, que ce soit par l'inflation ou par d'autres choses, mais ces taux de croissance ne sont plus d'actualité et on ne peut pas avoir durablement, selon nous, une inflation avec des chaînes de production qui réouvrent, avec des chaînes d'approvisionnement qui se normalisent. On ne peut pas avoir de surinflation comme nous avons actuellement sans qu'il y ait une surchauffe de l'économie ou sans qu'il y ait au moins une augmentation de la demande qui soit considérable. Et c'est peut-être la chance que l'on a, c'est que la Banque centrale va devoir, très certainement elle le fait déjà, augmenter les taux, les banques centrales, celle des États-Unis qui est principalement regardée, mais la nôtre aussi, va devoir augmenter les taux de manière technique, bien sûr pour juguler l'inflation, mais qu'elle risque, et c'est ce que le marché commence déjà à pricer, pour l'année prochaine, qu'elle risque de devoir les rebaisser directement l'année prochaine. Comme le marché anticipe toujours, on a une embellie sur les marchés dont vous parliez, Bernard,
tout à l'heure, on a une embellie sur les marchés qui commence à pricer finalement que les taux vont monter et qu'ils vont peut-être baisser l'année prochaine. Alors, ça va être au tour de Maël maintenant. Alors, Maël, je ne vais pas vous demander de nous faire une analyse sur les taux qui sont en train de monter, qui vont continuer à monter et rebaisser, parce que vous allez me répondre, ce n'est pas ma partie. Alors, on va aller sur un autre terrain qui est la partie de personne, c'est les cryptos. Et là, j'aimerais avoir votre réaction, allez, on va dire, d'épargnants, d'investisseurs, de joueurs avertis, d'acteurs du monde de la gestion patrimoniale, de l'économie et des finances. Est-ce que vous sentez, que on peut y aller maintenant parce que ça a bien purgé et que de toute façon, l'actif, il a vraiment montré qu'il savait résister, c'est-à-dire que globalement, le Bitcoin, il n'a pas baissé plus que Netflix, il n'a pas baissé plus que Zoom, il n'a pas baissé plus que cette ultra-croissance, que cette technologie. Donc, David il dit que c'est le même moteur, très bien. Donc, pourquoi ne pas retourner pourquoi ne pas aller sur les cryptos au lieu d'aller sur de nouvelles valeurs d'ultra-croissance? Pourquoi ne pas en mettre un petit peu? Et deuxièmement, de ce que vous entendez dans votre monde où vous faites quand même partie des sélectionneurs de fonds, on vient vous solliciter pour des fonds, on vient vous voir. Est-ce que c'est le moment ou est-ce que c'est un moment que vous pensez que les institutionnels pourraient choisir pour chacun y aller de son fonds? On lit un peu dans la presse qu'un tel va créer un fonds, qu'un tel vient d'admettre un fonds, qu'un tel vient de changer son fonds et dire que dans son fonds, il pouvait en intégrer 5% ou 10%. Allez-y, Maël, c'est à vous. Il y a du travail, là, il y a du boulot, on en est conscient, mais c'est pour vous. Eh ben, ça tombe bien parce que c'est mon domaine d'expertise. Non, sérieusement, alors mon avis en tant qu'investisseur, je dirais que vous l'avez bien résumé, le Bitcoin, finalement, il n'a pas plus baissé que le reste. Mais les cryptos, ce n'est pas que le Bitcoin, c'est beaucoup d'autres monnaies virtuelles qui, elles, pour le coup, se sont complètement écrasées. Donc, si je devais donner un conseil, et ce que je vois dans les portefeuilles, c'est que le Bitcoin, ça peut être un sujet de différenciation en termes d'investissement, mais peut-être ne pas aller sur… Enfin, moi, en tout cas, je déconseillerais d'aller sur les autres crypto-monnaies qui, pour le coup, ont perdu plus de 80%. Le Bitcoin, ça a été… n'a pas perdu plus que les autres. La baisse des marchés, ça a été le reflet de la chute du Bitcoin. Du coup, ce que l'on voit, nous, en tout cas au Luxembourg, c'est que pour les clients fortunés, avoir une petite partie de Bitcoin, c'est un bon moyen de différencier son investissement et de diversifier son investissement. Donc, pourquoi pas, franchement, mais pas plus de 5%, c'est ce qu'on voit, hein, c'est jamais plus de 5% du portefeuille. Donc ça peut être une bonne idée. Après, en intégrer dans les portefeuilles ou dans des fonds institutionnels, moi, je ne l'ai pas encore vu. Disons que la réglementation, elle est assez floue au Luxembourg sur les crypto-monnaies. Du coup, on est assez sensible à l'analyse des fonds. Et donc, on est obligé de regarder par transparence pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour l'instant, selon nos analyses, ce n'est pas encore vraiment répandu dans les fonds d'investissement. Peut-être demain, mais en tout cas… Avant de revenir à vous, j'ai posé 2 questions rapides à David et à Ronnie. Allez, des questions, on va répondre par oui, non, peut-être. Est-ce que dans vos fonds, donc dans les fonds de vos sociétés de gestion, alors, première question, avez-vous des fonds crypto-monnaies? Deuxième question, dans un de vos fonds, y a-t-il de la crypto-monnaie au jour d'aujourd'hui? Troisième question, ces sujets ont-ils déjà été abordés très sérieusement dans vos comités de sélection? Et pensez-vous que dans les 12 mois à venir, il y aura d'une manière ou d'une autre un peu de crypto-monnaie dans les fonds? Allez, Ronnie, c'est pour vous. Donc, première question, avez-vous déjà des fonds avec de la crypto-monnaie dans votre société de gestion? Alors, non. Ça, c'est pour la réponse directe. On a 2 gammes. On a la gamme Galilée avec nos propres convictions et on a la gamme des fonds qu'on appelle partenaires, avec des fonds qui sont advisés. On a un seul advisor qui nous a demandé d'intégrer un fonds avec des actions cotées d'entreprises qui font de la blockchain et des crypto-monnaies. On l'a intégré en proportion vraiment très, très ténue.
Je crois qu'on en a 1,9% du fonds, mais c'est vraiment tout. Pour nous, effectivement, tout ce qui est, en tout cas, crypto-monnaie, je ne parle pas de la technologie de la blockchain, mais pour nous, tout ce qui est crypto-monnaie, malgré tout, ça reste que des actifs dont la valeur n'est pas basée sur des fondamentaux tangibles. D'accord. Et est-ce que vous pensez, donc est-ce que dans vos réunions internes, le sujet de savoir si vous allez en mettre dans un de vos fonds, donc là on va parler des fonds Galilée, ou de Oui. créer un fonds crypto, a déjà été soulevé? Oui, je pense qu'il y a une unanimité de désaccord pour créer un fonds crypto. Je vous dis, hein, de manière assez triviale, lorsqu'on achète une action, je prends LVMH ou Peugeot, bon, ben, on a des drivers qui sont voilà, les ventes, la politique du management, la gouvernance, qu'est-ce qu'ils vont faire. On a des plans de croissance, on a des relations investisseurs qu'on peut contacter. On a voilà, lorsqu'on investit même, je dirais, allez, sur le dollar, on a une vue de ce que va faire la Banque centrale, de la politique monétaire, en tout cas, qu'est-ce que le board de la Réserve fédérale est amené à faire, etc. Sur les cryptos, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on a simplement l'offre et la demande. On a quelques news sur la réglementation. On a quelques cryptos qui vont se démarquer parce qu'elles ont une technologie un petit peu différente. Mais au final, quels sont les fondamentaux qui nous permettent de sélectionner tel ou tel crypto? Aucun. Donc nous, sur cette base-là, c'est peut-être une position un peu tranchée, mais en tout cas c'est la nôtre, on a décidé de ne pas investir dans les crypto-monnaies et a fortiori de ne pas créer de fonds là-dessus. Allez David, Sanso, la position de Sanso. Donc Sanso, y a-t-il déjà quelque chose? Alors, oui, il y a des choses. Il y a des choses en mandat de gestion discrétionnaire plutôt que en fonds. Déjà, nous n'avons pas de fonds dédiés sur cette thématique. Dans un de nos fonds, nous avons un proxy sur les crypto-monnaies pour des raisons, et quand je dis de proxy, donc il s'agit d'un ETF. Pourquoi nous avons utilisé un ETF? C'est tout simplement parce que au niveau des dépositaires, il y a des problématiques. Alors c'est un jargon un peu technique pour nos auditeurs, mais voilà, il y a des problèmes, comme vous le savez, que lorsqu'on investit en crypto-monnaie, on se retrouve très souvent à devoir aller sur des plateformes dédiées aux crypto-monnaies, on se crée un wallet, comme on dit, et c'est des choses qui ne sont pas, qui sont difficilement fongibles avec des investissements traditionnels. C'est sur des endroits qui sont donc à part. En revanche, en bourse, on se retrouve avec effectivement des proxys qui sont soit des ETF, soit des actions d'entreprise qui sont liées à cette thématique. Là encore, les montants et les pourcentages investis sont epsilonesques puisqu'il faut prendre en compte le risque associé. Et donc, je vous parlais du niveau de volatilité. Hein, la volatilité des cryptos lorsque tout va bien, c'est la volatilité des actions lorsque tout va mal. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas en avoir beaucoup en portefeuille. Donc, dans un de nos fonds, on a une diversification petite sur cette thématique. En mandat de gestion, on se retrouve plutôt avec des problématiques différentes. On se retrouve avec des clients privés qui qui réalisent au bout d'un moment que finalement, ce qu'ils ont en crypto-monnaie, ça commence à faire beaucoup d'argent. Et donc, ces gens-là sont retrouvés avec une problématique, c'est qu'ils aiment cette thématique, mais ils se retrouvent avec beaucoup d'argent sur une plateforme qui est plus ou moins sécurisée, c'est-à-dire qu'elle est sécurisée jusqu'au jour où elle se fera pirater, etc. Et donc, nous, on arrive pour aider à sécuriser. On fait deux choses. Premièrement, on sécurise cela, puisqu'on remet cet argent dans un cadre un petit peu plus traditionnel de
dépositaires d'investissements, etc. Et d'autre part, on arrive à mettre en place une gestion qui est juste tout simplement une gestion de la volatilité qui est très difficile à réaliser quand c'est son propre argent, puisque ça implique surtout ça implique de ne pas avoir d'émotion et d'être capable de vendre lorsqu'il y a de l'euphorie et de racheter lorsque c'est la catastrophe, ce qui est pas très intuitif pour le client privé traditionnel. Donc voilà, c'est deux aspects différents, donc en gestion sous mandat discrétionnaire et en OPCVM. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, en tout cas, c'est un bout de la réponse. Alors, Maël, en 1 minute, avant qu'on revienne à David pour son point marché, et ça nous fera la transition, cette accalmie, enfin, ce n'est même pas une accalmie, hein, ce mouvement haussier qu'on a eu après 8 semaines continues de baisse, vous l'interprétez comment, si tant est que vous l'interprétiez, et derrière, David enchaîne sur son point marché. Je dirais que je suis assez d'accord avec ce que disait Ronnie, à savoir que les marchés anticipent une baisse l'année prochaine des taux. Donc, je pense qu'on sait tous que les taux vont monter cette année. Je pense qu'on pense tous que la guerre va durer encore un certain temps, hein, ça ne va pas s'arrêter demain. Et donc, je pense que les marchés se projettent sur l'année prochaine et anticipent déjà une future baisse des taux parce que le taux de croissance qui était annoncé à la sortie du Covid, on n'y est pas du tout. Alors, il faut dire également qu'il y a eu de l'inflation, ce n'était pas prévu aussi fort aussi longtemps. Et puis, il y a eu une guerre, là, personne ne pouvait la prévoir, qui a redistribué un peu les cartes. S'ajoute à ça le Covid en Chine qui limite la production. Enfin bon, bref, tout ce qui était prévu, c'est qu'on est complètement à côté. Donc, selon moi, les marchés anticipent déjà 2023. 2023, espérons-le, sera mieux s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, justement. David, c'est à vous. David, vous m'entendez? Très bien, merci. Voilà, oui, je vous Allez, entends. allez. Merci beaucoup, Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle chronique des marchés financiers, comme on le disait précédemment, des marchés qui s'offrent un rebond, et un rebond significatif depuis le 20 mai dernier. Il était temps. Ce rebond, il intervient après 8 semaines de baisse ininterrompue. Ces 8 semaines de baisse consécutives, c'est un mouvement qu'on n'avait pas vu depuis 2000 sur le marché américain. Quand on parle de rebond, c'est un rebond qui est significatif puisque sur la semaine, le S&P 500 gagne près de 7%, tout comme le Nasdaq, alors que les actions européennes s'offrent un rebond un peu moins marqué, mais quand même agréable et appréciable puisque c'est une hausse de 4,5%. En un mot, ce rebond ramène à moins 7% la chute des actions internationales pour l'investisseur basé en euros depuis le début de l'année. Le rebond, il a été tiré au niveau sectoriel, par les banques et par le secteur de la consommation discrétionnaire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme facteur d'explication derrière ce rebond? J'en vois essentiellement deux. Le premier, on en a parlé, c'est la Chine. N'oubliez pas que lorsque les marchés ont chuté, beaucoup ont vu les conséquences de la crise géopolitique et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En fait, ce qui se passait au même moment, c'est surtout que la Chine était en train de refermer son économie et de reconfiner suite à la politique zéro Covid. Donc, en fait, la réouverture de la Chine est un facteur extrêmement important. Alors, pourquoi il y a une réouverture? Il y a un nombre de nouveaux cas de Covid qui est au plus bas depuis 3 mois, d'après les autorités. Et donc, ces mesures de confinement commencent à être assouplies. C'était extrêmement important parce que comme vous le savez, l'économie chinoise est dans une phase de ralentissement. Au mois de novembre, on a le 20e congrès du parti. Xi Jinping veut se faire reconduire en tant que président, donc il faut que tout soit au mieux dans le meilleur des mondes. Mais pour relancer l'économie, encore faut-il que les agents économiques puissent se circuler librement et que ces mesures de relance puissent se diffuser
dans l'économie. Et donc, c'est pour ça que cette réouverture, elle est importante, elle est bienvenue et c'est normal que les marchés réagissent très positivement à ces nouvelles. Le deuxième facteur, il vient des États-Unis et plus spécifiquement du consommateur américain. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors des périodes de confinement, on vous avait dit que les consommateurs avaient accumulé une masse d'épargne sans précédent et que ce matelas d'épargne, finalement, c'était une sécurité qui allait finalement nous protéger contre des risques de récession à court terme. Eh bien, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. En fait, le consommateur américain utilise son épargne pour maintenir son niveau de consommation malgré la remontée de l'inflation. Alors, vous allez me dire, une fois qu'il aura mangé son épargne, il n'y aura plus rien à consommer et donc on va se retrouver en récession. Peut-être, sauf que dans le même temps, on a également une hausse des revenus de ce consommateur. N'oubliez pas que les salaires, on vous en a souvent parlé, de cette boucle entre inflation et salaire. Donc, les salaires augmentent de manière également assez significative aux États-Unis. Et donc, on se retrouve avec un consommateur qui, à très court terme, a un matelas d'épargne à utiliser et on le voit, il l'utilise, ce qui lui permet de consommer toujours autant quasiment malgré les pressions inflationnistes et les hausses des prix. Ce consommateur américain, il a également des salaires qui augmentent, donc des revenus qui augmentent. N'oublions pas que c'est extrêmement important parce que la consommation des ménages, ça pèse pour plus de 2/3 dans le PIB américain. Voilà, donc c'est ce point qu'on n'avait pas encore abordé dans notre discussion avant cette chronique qui me paraît également important. Alors effectivement, Bernard, vous avez tout à fait raison. La question est de savoir si ce rebond sera durable ou pas. Ce que l'on voit en revanche, c'est que les craintes de récession à court terme semblent s'éloigner pour deux facteurs. Donc, à la fois la réouverture de la Chine, et comme je vous le disais, je pense que c'est quelque chose qui va tenir au moins jusqu'au mois de novembre prochain, et grâce aux consommateurs américains qui, là aussi, pourraient nous offrir une petite embellie. Alors, les risques sur le marché, on en a souvent parlé, ils n'ont pas disparu. C'est toujours des pressions inflationnistes encore plus fortes qui pourraient pousser les banques centrales à agir encore plus que ce qu'elles ont déjà prévu de faire. Mais pour le moment, en tous les cas à court terme, je pense que le risque de se reprendre une chute de 10% supplémentaire sur les marchés actions me paraît plutôt éloigné. Alors, voilà, on avait un scénario en début d'année de taux ondulé. On a eu plutôt la phase de baisse de l'ondulation. Là, je pense qu'on va être dans la phase de hausse de l'ondulation. Est-ce que globalement, ça va nous emmener sur une année fortement positive? Je ne le pense pas. Mais en tous les cas, je ne vois pas en tous les cas les pertes sur les marchés actions se creuser encore davantage par rapport à ce qu'on a déjà vu ces derniers mois. Allez, on démarre tout de suite parce que ça, c'est intéressant. Je ne vois pas les pertes sur les marchés actions encore se creuser. Allez, Ronnie, vous êtes un acteur là-dessus. Vous partagez pas tout à fait ou pas du tout? Non, je partage pour le coup. Je partage. Alors après, je pense que bien sûr, on peut avoir conjoncturellement le consommateur américain, comme l'a dit David, qui nous aide. Je pense que globalement, on a tellement augmenté le bilan des banques centrales, on a tellement injecté de liquidités, on a tellement parlé de ce moment où finalement les taux allaient remonter. Moi, j'ai commencé ici chez Galilée en 2012, je suis sur les marchés depuis 2009. On nous parle constamment du moment où ça va se produire et c'est en train de se produire. Et donc, en fait, je pense qu'effectivement, on peut avoir conjoncturellement certains facteurs qui nous aident, mais je crois réellement que tout le monde, tous les yeux sont rivés sur les taux. Je pense que le fait que les taux longs, en tout cas aux États-Unis, soient remontés en quelques semaines à leur niveau de 2018, niveau d'ailleurs où la Réserve fédérale américaine avait dû faire un 180 degrés
dans sa politique de taux parce qu'elle avait trop vite remonté les taux et que les marchés n'étaient pas arrivés à le digérer, et qu'on est sur les mêmes niveaux maintenant, je pense que là, les marchés regardent, contemplent et se disent, bon, est-ce qu'on va avoir une rebaisse des taux l'année prochaine parce que finalement, même si les craintes de récession, comme David l'a dit, sont en train de se dissiper, on va avoir un ralentissement et un ralentissement suffit à faire rebaisser les taux. Ou bien, est-ce qu'on va avoir finalement un autre choc, le pétrole qui monte à 140, et là, inflation extrême dans le cadre d'un ralentissement économique. Et à ce moment-là, la Banque centrale sera bien embêtée. Bien embêtée parce que ces marges de manœuvre, enfin les banques centrales, hein, je dis souvent la Banque centrale, mais c'est parce que tout le monde regarde la Réserve fédérale américaine. Finalement, nous, on est des suiveurs. Mais à ce moment-là, la Banque centrale risque d'être bien embêtée parce que à ce moment-là, elle n'a pas énormément de marge de manœuvre. Elle était en retard. Je pense que l'année dernière, elle n'a pas vu l'inflation monter autant. C'est, à mon avis, une erreur de politique monétaire qui s'est produite l'année dernière. Et à ce moment-là, la Banque centrale peut être bien embêtée si jamais on a à la fois un ralentissement économique et qu'elle ne peut pas rebaisser les taux à cause d'un pétrole, d'une inflation qui serait galopante, d'une crise qui porterait le pétrole à 140, 150 $. Ce n'est pas totalement exclu. Ce n'est pas mon scénario, mais disons que ça peut arriver. En tout cas, pour répondre à votre question, Bernard, pour l'instant, je partage le scénario de David. Ok. Alors, moi, je vais être un peu contraire. Moi, je pense que aujourd'hui, le point et le seul point, c'est la Russie. C'est la Russie et ce qui se passe en Ukraine. Et j'ai envie de dire pourquoi ? Parce que le reste est sous maîtrise. C'est-à-dire que inflation, pas inflation, offre, demande, c'est des choses que les banques centrales, que les gouvernements savent parfaitement bien gérer. Le confinement, pas de confinement, politique de zéro Covid, la Chine savent très très bien ce qu'ils font, ils ont des enjeux, ils ont des raisons, des motifs. Des fois, ils ne sont pas alignés avec nous. Donc, nous, on aurait préféré qu'ils fassent comme nous, qu'ils laissent passer un coup de Covid, qu'ils se prennent 2 ou 3 millions de morts. Bon, la Chine, c'est un grand pays, donc c'est normal que le nombre de morts aurait été plus important que chez nous. Et en fin de compte, l'économie, elle retournerait comme la… Eux, ils ont une politique différente, une manière de faire différente. Donc, ils ne sont pas au diapason avec eux. Mais de toute façon, ils gèrent, ils savent gérer. Ils sauront réinjecter de l'argent dans leur économie s'ils le font. Ils ont les réserves pour le faire. Aux États-Unis, les présidents américains savent parfaitement que leur réélection ou l'élection de leur camp est liée à l'économie interne. Donc, eux aussi savent prendre les mesures. En Europe, même si on est toujours insatisfait, ça avance bien. On sait prendre des mesures. On a vu que les mesures anti-inflation jouaient bien, les mesures de lutte contre le Covid jouaient bien, les mesures de réimpatriation de certaines activités se font. Tout ça, ça se passe plutôt bien. De mon point de vue, ça c'est personnel, on manque un peu de politique d'envergure, mais on a plutôt des bons techniciens en Europe. Par contre, en Russie, on ne sait rien. On ne sait rien de ce qui va se passer. Donc, scénario 1, petit à petit, la Russie s'accapare le Donbass. Ensuite, elle propose des négociations, des choses comme ça. Et ça va bien. Ça ne va pas aussi bien que ça. L'Amérique finit par réarmer correctement les Ukrainiens. Et d'ailleurs, il y a un précédent, pour ceux qui aiment bien l'histoire. Au début de l'offensive serbe, dans les années 2000, la Serbie avait pris beaucoup de territoire à la Croatie. La Croatie avait négocié un cessez-le-feu. Il y avait eu un cessez-le-feu avec des positions qui étaient établies sur un peu ce que la Serbie considérait comme la Grande Serbie. Elle s'est réarmée. Ça a duré 1 an ou 2 ans. Elle s'est parfaitement réarmée. Et quand la Serbie a voulu s'imposer en Bosnie-Herzégovine, elle a contre-attaqué et elle a repris toutes les positions de ce qu'on appelait la Croatie géographique. Et aujourd'hui, elle a la Croatie géographique telle qu'elle est, avec absolument toutes les positions. Donc, on pourrait très bien avoir ce scénario d'une contre-offensive réenflammerée. Maintenant, en face, on a Poutine et la Russie, où ils ont déjà clairement menacé. Donc, pour l'instant, tout le monde veut faire semblant de croire qu'ils ne le feront pas.
mais ils ont menacé de l'arme nucléaire, ils ont menacé d'une catastrophe humanitaire si jamais ils ne gagnaient pas la guerre. Et donc, ils préviennent. Là, ils ont beau parler, mais les bateaux de nourriture, les bateaux de céréales ne partent pas. On va vers des gros problèmes, pas chez nous, mais dans les pays pauvres. On va vers des gros problèmes s'ils les envoient pas. Donc, à mon avis, tout est dans la Russie. Et où la situation se calme et ensuite, ça devient plus un acteur effrayant, comme en termes de PIB, de richesse mondiale, ce n'est pas si important que ça. Tout se passera bien, tout se passera vraiment très très bien. Et puis les Russes, bon, la seule chose qu'ils veulent, de toute façon, c'est vendre leur pétrole et leur gaz. Et si les Européens ne l'achètent pas, les autres l'achèteront. Et donc là, on parle même, je ne sais pas si vous avez suivi, mais de continuer à accepter, à leur acheter le pétrole qui vient par oléoduc et de ne plus acheter de pétrole par bateau. Ce qui voudrait dire l'infrastructure qu'on a, on continue à le faire. Et votre pétrole que vous pouvez vendre n'importe où dans le monde, vous pouvez aller le vendre et vous n'avez pas besoin de nous. Nous, on achètera du pétrole chez les Irakiens, les Iraniens, les Algériens. Enfin, on se débrouillera et de toute façon, en réalité, du pétrole, il y en a. Donc, pour moi, le point, c'est la Russie. Il faut suivre ce que fait la Russie et c'est elle qui nous amènera dans un nouveau cycle de ténèbres ou elle ne nous amènera pas dans un nouveau cycle de ténèbres. Les autres, c'est sous contrôle. Je pense que les techniciens qu'on a, qui ne sont pas des gouvernements et qui sont dans la quasi-totalité des cas, pas des politiques non plus, feront le job. Et chez les Chinois, de toute façon, ils font le job, ils sont là pour longtemps et ils ont une vraie politique. Voilà, donc là, je suis un peu contrariant par rapport à vous et c'est Maël qui va venir conclure là-dessus et un petit peu dire ce qu'il en pense, de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez écouté. Et après, David et Ronnie, vous rajouterez des choses si vous pensez qu'il y a un petit peu à compléter. Allez, ouais, je vous trouve bien optimiste, moi, Bernard. Je trouve que la Russie, on ne sait pas où on va, mais je trouve que l'inflation, on ne sait pas où on va non plus. On devait avoir une inflation courte, pas très élevée. Au final, elle s'est complètement envolée. Maintenant, on est sur une durée beaucoup plus longue. La Russie, là, il y a les pays de Finlande, la Suède qui essayent de rejoindre l'OTAN. Il va y avoir une tension pas possible avec la Russie. Donc, bien évidemment, je ne vois pas une troisième guerre mondiale. Moi, je vois même un coup d'État en Russie d'ici la fin de l'année pour déboulonner Poutine. Je vois la Chine où il y a un président qui va être élu à vie, qui s'en fiche complètement du sort des Ukrainiens. Donc, on va se fâcher un peu aussi avec les Chinois. Donc, moi, je vois quelque chose de beaucoup plus sombre que vous. Là où on peut voir un côté positif, un peu de lumière, comme chez David, là, on voit de la lumière qui vient de sa fenêtre. Le côté positif, ça serait plus les États-Unis. Comme le disait David, ils ont beaucoup d'argent à dépenser. Ça va nous aider. Les marchés vont repartir grâce aux États-Unis. Et ce que je dis depuis déjà plusieurs émissions, malheureusement ou heureusement, comme vous le voulez, à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, les marchés la digèrent, l'intègrent et vivent avec. Et au final, pour moi, c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'il n'y a pas forcément de bonnes nouvelles, je trouve, à l'horizon. Mais en attendant, on vit avec. C'est un peu comme nous, Maël, hein. Chaque fois qu'on a une mauvaise nouvelle, tous les matins quand on arrive au bureau, si on a une mauvaise nouvelle, on fait la gueule, on l'intègre, on l'avale et on vit avec. Hein. Exactement, c'est l'histoire de la vie. Hein. Voilà. Allez, David, Ronnie, une remarque sur mon opinion qui est un peu contrariante par rapport à la vôtre. Comment vous intégrez ça? Quelque chose de positif, négatif, d'accord, pas d'accord? Allez, on commence par David. Je pense que l'impact sur les marchés, encore une fois, le scénario noir que vous évoquez, hein, c'est un scénario qui est surtout noir au niveau géopolitique. Au niveau économique et financier, je ne suis pas sûr. Je pense qu'on a déjà intégré pas mal de risques. Il y a pas mal de choses qui sont dans les cours et des choses plutôt négatives qui sont dans les cours. Donc, c'est pour ça que je maintiens mon point de vue plus optimiste que le vôtre. Super. Alors, Ronnie, je vous laisse conclure en 30 secondes et ensuite, vous démarrez directement, vous enchaînez sur la financière de Galilée. Très bien. Moi, pour ma part, je pense que la guerre en Ukraine n'aura pas beaucoup plus de conséquences. En fait, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Globalement, il y avait beaucoup d'incertitudes au début du conflit. Et là, malgré le fait que
on soit toujours dans la guerre, qu'il y ait toujours effectivement le front qui commence à s'étendre encore plus, en tout cas à l'est de l'Ukraine. Finalement, les incertitudes, elles sont bien moindres qu'au début. Au début, on se disait, mais où est-ce qu'il va aller, Poutine? Est-ce qu'il va aller jusqu'à utiliser la bombe? Est-ce qu'il va de manière, en tout cas, dissuasive, la miniaturiser, la mettre sur des têtes de missiles, et puis voilà, il n'en est rien. Est-ce qu'il va aller chatouiller les pays qui font partie de l'OTAN? Il n'en est pas grand-chose non plus. Je trouve que les marchés, voilà, n'aiment pas l'incertitude, et de toute manière, la géopolitique, de manière générale, a très, très, très peu d'influence sur les marchés. Donc, je crois que, en plus, les États-Unis, qui sont le marché driver que tout le monde regarde, c'est un peu loin pour eux, ce conflit-là. Si ça a un impact sur l'inflation, si ça a un impact sur leur croissance, alors OK, ils se soucieront de l'Ukraine. Sinon, je ne crois pas, j'ai pas vraiment l'impression, à part si le conflit s'envenime énormément sur un autre statut que l'on est actuellement, mais je ne crois pas sinon que la guerre en Ukraine ait un énorme impact sur les marchés. Très bien. Alors, on arrête Voilà. là-dessus et on démarre. Financière de Galilée, allez-y, présentez-nous et ensuite votre gestion un petit peu thématique. Tout à fait. Alors, Financière Galilée, ça a été créé en 2000, donc ça fait maintenant 22 ans. Donc, on a toujours été une société de gestion privée jusqu'à il y a finalement 6 ans. On a été une société de gestion qui finalement avait beaucoup de clients particuliers. Donc, on a adapté finalement l'offre que l'on avait à la clientèle particulière. On a commencé en 2000 à gérer des comptes titres, puis des PEA. En 2006, on a commencé à gérer des mandats d'arbitrage dans les contrats d'assurance vie français. Et puis, en 2013, et c'est un peu le tournant de la société, on a commencé à gérer donc tout ce qui est assurance vie luxembourgeoise. Et c'est devenu depuis, en tout cas en gestion privée, c'est devenu l'activité la plus importante chez nous, dans le sens où on a non seulement fait pour nos clients particuliers, mais on l'a également ouvert à nos partenaires. Et ça, c'est le tournant de la société, en fait, c'est 2013. On commence à ouvrir à nos partenaires notre offre de gestion. Et en 2016, on va avoir une discussion avec l'AMF pour totalement refondre tous les agréments que l'on a à la Financière Galilée et pouvoir créer non seulement notre gamme de fonds d'investissement, mais pouvoir ouvrir en fait tout ce que l'on fait pour nos clients particuliers à nos partenaires. Et en 2019, on ouvre un bureau à Paris parce que vous savez, Bernard, que à la base, la société est implantée à Strasbourg. Donc, c'est l'une des rares sociétés de gestion de province qui est allée s'implanter à Paris et non pas l'inverse. Donc, en 2019, on ouvre un bureau à Paris. Et depuis, effectivement, nos partenaires et nos clients particuliers bénéficient de l'ensemble des services que l'on peut leur proposer. Ces services, en fait, tournent autour de notre expertise principale, qui est la gestion thématique. Et je devrais même dire la gestion multithématique. Je vais vous dire pourquoi, Bernard. Parce que, en fait, ce que l'on a identifié chez Galilée, c'est qu'on a des méga-tendances structurelles qui vont réellement impacter et façonner le monde de demain. On n'est plus forcément dans l'investissement qu'on connaît jusqu'à la fin des années 2010, c'est-à-dire la diversification sectorielle et régionale. Tout cela, finalement, était intéressant, mais dans un monde qui n'était pas totalement interconnecté, qui n'était pas totalement connecté de manière technologique, qui n'était pas forcément mondialisé. Maintenant, on pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de faire ce qu'on appelle de l'investissement thématique. Et donc, c'est de définir les thèmes
qui, selon nous, ont des perspectives économiques pour les 30 prochaines années, mais surtout un potentiel boursier. Pourquoi? Parce que perspective économique et potentiel boursier, ce n'est pas forcément lié. Si on regarde la crise technologique qu'on a eue dans les années 2000, la bulle Internet, comme on l'appelle, finalement, les perspectives de la thématique de la digitalisation, de la numérisation et d'Internet étaient énormes à ce moment-là, mais le potentiel boursier était largement épuisé puisqu'on était en bulle, et les gens qui ont investi à ce moment-là sur les valeurs technologiques se sont bien fait avoir dans le sens où le potentiel boursier de la thématique était nul, voire négatif. C'est pour ça qu'en fait, nous, on a créé chez Financière Galilée ce qu'on appelle le Codex des thématiques. Le Codex des thématiques, c'est notre outil de recherche interne qui nous permet de savoir si la thématique que l'on va sélectionner a à la fois des perspectives économiques pour le futur, mais aussi un potentiel boursier. Je vous prends un exemple concret, Bernard. Si je prends la Silver Economy, qui est la thématique qui est finalement tout le marché qui tourne autour du vieillissement de la population. Vieillissement de la population, on n'a pas à se poser de questions, on en a pour les 50 prochaines années sans aucun souci. La population mondiale et les études démographiques qui sont faites font que ce marché ne peut que grandir dans le futur. C'est une thématique qui est internationale, puisqu'elle touche les pays à la fois, certains pays développés, même de manière très importante, comme le Japon ou l'Allemagne, par exemple, et elle touche aussi certains pays émergents, comme la Chine. La Chine, avec sa politique de l'enfant unique pendant des années, a créé finalement une déficience démographique et est touchée par le vieillissement de la population malgré son statut de pays émergent. Et c'est une thématique qui est transversale, puisqu'elle est dans le sens où elle est multisectorielle. Multisectorielle, c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'on ne va pas être juste sur le secteur, par exemple, de la santé, on ne va pas être sur le secteur X ou Y, on va être transversal. Et pour nous, une thématique, pour qu'elle soit intéressante, il faut qu'elle soit structurelle, il faut qu'elle soit internationale et il faut qu'elle soit transversale. Sinon, elle ne mérite pas d'être dans notre outil qui s'appelle donc le Codex des thématiques. Et le vieillissement de la population, c'est une thématique transversale dans le sens où les seniors n'ont pas forcément les mêmes besoins. Vous avez la catégorie du 3e âge et vous avez la catégorie du 4e âge. Et ces gens-là n'ont pas forcément les mêmes besoins. Le 3e âge, c'est plutôt des gens qui vont profiter de leur retraite, qui vont consommer puisqu'ils ont du patrimoine. En général, à la fin de sa carrière, on a pas mal de patrimoine. Et qui effectivement vont aller consommer, si c'est dans la catégorie des voyages et loisirs, si c'est dans la catégorie dans la catégorie des voyages, bien sûr, ça reprend après la pandémie. Dans la catégorie des loisirs, vous avez tout ce qui est jardinage, bricolage, etc. Ça, c'est plus les problématiques qui sont adressées par les gens du 3e âge. Pour le 4e âge, c'est bien sûr plus tout ce qui est santé et éventuellement tout ce qui est dépendance. Donc, c'est multisectoriel dans le sens où dans la thématique de la Silver Economy, du vieillissement de la population, il va y avoir 3 secteurs majeurs. Le secteur des voyages et loisirs, le secteur de la santé, avec la pharmacie, la parapharmacie, les maisons de retraite, et vous allez avoir aussi le secteur de l'assurance, avec éventuellement la prévoyance et la dépendance. Et c'est tout ce qui fait la richesse d'une thématique. C'est-à-dire que la thématique, on peut aller chercher de la croissance n'importe où elle se trouve dans le monde, puisqu'elle est internationale. On peut aller chercher de la croissance sur plusieurs secteurs différents. Et on n'a pas à se poser la question des fondamentaux du bon sens, si vous voulez, de l'investissement, puisque on a défini de manière a priori, enfin on a défini avant tout que la thématique était structurelle et qu'on en avait pour des années devant nous. Et voilà ce qu'on va faire sur différentes thématiques. Je vous ai parlé du vieillissement de la population, je pourrais vous parler de la thématique de la cybersécurité, par exemple.
qui est vraiment dans un essor incroyable en ce moment avec l'émergence du télétravail, avec le fait avec les attaques informatiques qui sont de plus importantes partout dans le monde, avec les investissements colossaux qu'ont fait les sociétés pour se protéger contre les attaques informatiques, mais aussi maintenant, et c'est de plus en plus nouveau, pour s'assurer lorsqu'ils sont attaqués, c'est-à-dire les cyberassurances, lorsqu'on est attaqué, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, on a beaucoup mis en œuvre des moyens pour ne pas être attaqué, mais lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on nous a volé nos données en tant qu'entreprise, que se passe-t-il? C'est l'émergence de la cyberassurance. Voilà, on a donc 5 piliers thématiques. Au sein de chaque pilier, on a 5 thématiques. Ça fait 25 thématiques dans le codex des thématiques. Et on estime que ces 25 thématiques vont être les thématiques qui vont vraiment modeler et définir le monde de demain. Et c'est sur ces thématiques-là que l'on investit nos clients. Alors, pas tout en même temps, on n'a pas forcément les 25 en portefeuille, mais justement, on va tourner entre les thématiques et on va voir celles qui ont du potentiel boursier. Alors, juste une petite question, Ronnie, après on reviendra, j'ai plusieurs questions, mais à force d'avoir autant de thématiques, est-ce que vous ne diversifiez pas trop? Et donc là, on rentre dans le théorème de Markovitch où l'ultra-diversification fait perdre tout avantage et on va arriver sur un espèce de, sans le vouloir, mais sur un espèce de fonds indiciel. C'est tout à fait le risque qu'on avait identifié en lançant cela. Nous, on est persuadé que les thématiques, c'est vraiment quelque chose qui va avoir de plus en plus d'importance. L'investissement thématique va avoir de plus en plus d'importance dans le monde de demain. Et du coup, quand je vous dis on va arbitrer selon les thématiques, c'est réellement qu'elles n'ont pas forcément toutes du potentiel boursier au même moment. Si je prends actuellement, on n'a qu'une quinzaine de thématiques investies dans nos portefeuilles, et encore, ce n'est pas tous les portefeuilles qui sont investis de la même façon, parce qu'on considère que finalement, les autres, les 10 autres, n'ont pas de potentiel boursier actuellement. Et donc, on va bien sûr diversifier pour que ce soit de l'investissement qui soit intelligent, mais on ne va pas surdiversifier dans le sens où on ne veut pas faire du saupoudrage. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir un peu d'Asie, un peu de Japon, un peu d'US, un peu d'Europe, un peu de ce secteur, un peu de… Voilà, ça, c'est réellement quelque chose qu'on souhaite proscrire. Et l'investissement thématique, en fait, est intéressant dans le sens où il nous permet de choisir les secteurs qu'on veut avoir en portefeuille, alors que quand on prend un bon fonds action européen ou un bon fonds action américain, on va se retrouver avec plein de secteurs qu'on n'a pas forcément envie d'avoir dans le portefeuille. Donc, en fait, on va être, pour répondre à votre question, Bernard, encore plus chirurgical en sélectionnant des thématiques par rapport à ce qu'on souhaite avoir dans le portefeuille que ce qu'on faisait avant avec l'investissement régional et sectoriel. Très bien. Alors, comment est-ce que vous… Alors, les thématiques, si j'ai bien compris, elles ont été sélectionnées une bonne fois pour toutes. Donc, ça fait une base. Est-ce que dans votre travail, vous avez prévu de désélectionner certaines thématiques, en ajouter d'autres? Est-ce qu'il y a une espèce de comité, non pas de suivi de ce que vous faites et de suivi de performance, mais juste un comité qui suit les choix thématiques et donc qui a capacité à en rajouter une, à en neutraliser une ou à en sortir une? Tout à fait. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que les thématiques, comme je l'ai dit au tout début, sont issues de méga-tendances, qu'on appelle les fameuses méga-trends. En général, les méga-trends, c'est des tendances qui sont en vigueur pour les 25 prochaines années. Cependant, il peut y avoir, par une rupture technologique ou par réellement un changement de paradigme, il peut y avoir une méga tendance qui s'essouffle ou qui s'épuise et qui finalement est remplacée par une autre méga tendance qui serait plus intéressante. À ce moment-là, bien évidemment, on est à même de modifier le codex. Cependant, voilà, pour être totalement clair avec vous, ça arrive très rarement. De manière générale, les méga tendances qu'on a identifiées sont toujours en vigueur. Hein. Je parlais du vieillissement de la population, mais je peux vous parler du cycle de l'eau, la thématique du cycle de l'eau. Bon, la raréfaction des ressources naturelles,
c'est réellement quelque chose qui est prégnant et qui l'est pour les prochaines années. Donc, Je vais vous arrêter. Je suis Ouais. d'accord avec vous, c'est-à-dire que raréfication de l'eau, vieillissement de la population, ces thématiques, elles vont pas bouger, quoi. Il faudrait qu'on ait une maladie extrêmement grave qui lamine les vieux, et là, on aurait une inversion, et donc on perdrait nos vieux, et donc automatiquement, on n'aurait plus un vieillissement de la population, mais on aurait un rajeunissement de la population par la moyenne. Donc, ce serait vraiment une rupture. Sur l'eau, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme rupture? Une invention où on peut transformer l'eau de mer en eau potable, en veux-tu, en voilà, sans limite, pour un coût ridicule. Et donc, comme de l'eau de mer, c'est vraiment une des choses dont on ne manquera jamais sur cette terre. Absolument. On a autant qu'on veut, on transformerait. Pour les gens qui nous écoutent, juste de savoir que je crois que les 2 tiers de la planète, c'est de l'eau. Mais dans l'eau, je pense qu'on n'a que 3% des ressources en eau qui sont potables, quelque chose comme ça. C'est 1%. 1%. Donc, juste pour montrer les enjeux, on a autant d'eau qu'on veut et on n'a pas assez d'eau potable ou d'eau pour l'agriculture. Voilà. Exactement. Ça, voilà. C'est ça. Ma question pile. Je ne conteste pas ces thématiques et bien sûr qu'elles sont là pour longtemps, mais c'est la deuxième partie de votre réflexion. On peut avoir une de ces thématiques qui n'a pas d'avenir ou qui n'a pas de présent boursier. Tout à fait. On peut avoir un secteur plat. Donc voilà, l'eau, ça ne bouge pas. L'indice de l'eau, il ne bouge pas. Plus 2, moins 2 pendant les 4 prochaines années. Et la thématique est une réalité, de la vie de notre société. C'est là-dessus plutôt que je voulais vous entendre sur le choix et l'analyse des thématiques. Non, mais ça, c'est une excellente question parce que c'est vraiment à la base de tout. C'est-à-dire que si on fait ça, c'est parce qu'on a réfléchi à ce sujet. Et effectivement, ça peut être plat, enfin, je veux dire, une thématique qui est multisectorielle, bien sûr, mais même, il faudrait que tous les secteurs soient vraiment plats, on va dire, pendant même 3, 4, 5 ans, ça ne nous dérange pas. Tant que la thématique, finalement, a des perspectives économiques, son potentiel boursier, il reviendra un jour. C'est-à-dire, on la garde dans le codex, mais on ne la garde pas forcément dans nos portefeuilles. Et on la met dans nos portefeuilles lorsqu'on pense que le potentiel boursier est déclenché. Et lorsque le potentiel boursier est épuisé, on va faire bien sûr des études pour savoir si la thématique est chère ou pas chère, mais quand le potentiel boursier est épuisé, on la sort. Et voilà. Mais pour peu qu'elle y soit issue d'une méga trend, ça c'est très important, et qu'elle soit structurelle, internationale et transversale, et qu'elle ait des perspectives économiques, à ce moment-là, on estime qu'une thématique a toute la légitimité pour être dans le codex et dans nos études, et que son potentiel boursier, même s'il n'est pas là aujourd'hui, il reviendra un jour. Très bien. Alors, OK. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu à ma question, mais par contre, si le potentiel n'est pas là aujourd'hui et que ça reste plat et que ça revienne, ça va vous faire perdre des points de croissance à votre fonds. Et donc, un fonds comme celui que vous bâtissez, si j'ai bien compris, c'est un fonds dans lequel on rentre et on reste, c'est-à-dire qu'on reste pour du temps pour sortir les choses. Mais voilà, il faut qu'on ait de la réalité boursière. Et souvent, vous l'avez dit au début, et je pense que vous avez 1000 fois raison là-dessus, la réalité boursière se décolle de l'économie. Et on peut avoir besoin de temps pour qu'elle se recolle. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, on a 25 thématiques en tout qui sont regardées, mais elles ne sont pas forcément toutes dans le portefeuille. C'est-à-dire que, en fait, actuellement, on a à peu près une quinzaine de thématiques dans le portefeuille et on en a 10 qui ne sont pas dans le portefeuille parce qu'on considère qu'elles n'ont pas de potentiel. Et donc, en fait, ce qui est intéressant avec ces fonds d'ailleurs, il y en a 3, c'est que ils vont arbitrer automatiquement, selon nos analyses, les thématiques entre elles. Parce que très souvent, on se dit, voilà, on rentre sur la thématique du cycle de l'eau et on y reste pour 20 ans. C'est intéressant, mais c'est encore mieux quand on arrive à l'arbitrer et finalement à la sortir, la remplacer par une autre thématique et revenir lorsque le potentiel boursier est revenu. C'est tout l'objet de ce qu'on fait. Et justement, merci d'avoir posé la question parce que c'est vraiment ça qu'on souhaite mettre en place comme service supplémentaire.
Eh bien, écoutez, on fera un point dans un an et on verra comment se sont comportés ces fonds par rapport aux indices plus gros, par rapport au marché. Puis ce qui sera intéressant de voir aussi, c'est d'étudier les secteurs, de voir la dynamique et la pertinence de votre choix d'un secteur et de voir s'il s'est révélé aussi dynamique et aussi pertinent que ça dans son aspect boursier. Tout à fait. Et ce qui a beaucoup de succès aussi en ce moment, c'est les fonds internes dédiés, donc les fameux feeds luxembourgeois. Et ça fera l'objet d'une autre thématique. discussion, parce que là, on est Voilà. Merci beaucoup, les feeds Renaud. thématiques. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à revenir nous voir si vous avez des choses intéressantes à nous raconter, si votre société évolue avec des nouveautés, des créations. Vous êtes le bienvenu. Avec grand Bonne plaisir. soirée, au revoir. Et c'est maintenant au tour de Pierre Stark de Benamor. Bonsoir Pierre, vous nous entendez? Alors, il va falloir appuyer sur votre micro. Là, nous, on ne vous entend pas encore. C'est fait. C'est fait, c'est fait et c'est Bonsoir parti. Bernard, je suis Bonsoir. désolé, je me suis mis un petit peu en retrait pour ne pas vous gêner parce que… Alors, d'abord, la première réaction que j'ai envie d'avoir, c'est que c'est beau derrière vous. Alors, Benamor, Lisboa, 1925. Bon, déjà, quand on vous regarde, ce n'est pas vous qui l'avez fondé, ça c'est sûr. C'est vrai, c'est absolument le cas, puisque la société et la marque, j'allais dire, un petit peu plus vieille que moi, heureusement pour moi d'ailleurs, parce qu'elle est presque centenaire, et elle a été fondée en 1925, donc ça ne nous rajeunit pas, ça ne me rajeunit pas, mais on a comme ça rattrapé la trajectoire en route et on est en train de le développer. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de responsabilités par rapport à une marque qui a un tel historique dont je vais vous en parler un petit peu. Alors, Benamor, ici à Lisbonne et au Portugal, tout le monde connaît. C'est une marque iconique, une marque qui a été remise au goût du jour. D'ailleurs, quand on regarde un peu les produits et les choses comme ça, on voit bien que c'est ancien parce que le packaging, c'est un packaging d'autrefois, mais on voit bien aussi qu'il respire aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des produits où on a l'impression qu'on se rapproche de la nature, d'avoir des choses saines, de ne pas avoir trop de chimie ou d'avoir une chimie saine, compatible avec le corps, compatible avec un peu ce retour à la nature que tout le monde cherche, ce retour au réel, ce retour à la réalité. Maintenant, mon expérience, elle m'a appris que derrière ces retours, il y a aussi des enjeux financiers, il y a une histoire qui est toujours belle à raconter, surtout quand les choses marchent. Mais tout ça, ça ne se fait pas tout seul, il faut le faire, il faut le penser. C'est des métiers. Et je vais vous donner le nom de quelqu'un que vous devez connaître aussi. Et sans trop vous connaître, j'ai envie de dire que c'est peut-être un peu des histoires parallèles. Vous allez rapidement me répondre et ensuite je vais vous laisser nous parler, vous présenter et présenter cette marque. Et quand j'ai un peu préparé l'émission, je me suis dit, mais c'est un peu comme Kousmiti, là, il nous refait le coup des thés, un vieux thé sorti de nulle part, tout d'un coup, qui devient un thé leader. Et moi, ces thés-là, je les avais connus quand c'était une arrière-boutique avenue de Niel, avec deux vieilles personnes qui ne savaient pas très bien comment vendre leur entreprise ou la fermer pour partir à la retraite, donc que personne ne connaissait. Et puis tout d'un coup, bing, ça devient le truc du moment. Et j'ai l'impression que vous aussi, bing, vous êtes devenu le produit du moment. Il y a un certain moment déjà, puisque ça fait quelques années. Voilà Pierre, j'ai fait mon introduction, c'est à vous maintenant. C'est intéressant comme parallèle parce que bon, chaque marque a ensuite sa propre histoire et sa propre trajectoire. Mais je me souviens de cette boutique à l'époque, avenue Niel, parce que j'étais aussi à Paris à l'époque. Mais le parallèle est pas inintéressant. Alors moi comment j'ai trouvé cette histoire. La vie est faite de hasard et de rencontres finalement. Mais je suis arrivé à Lisbonne il y a une vingtaine d'années maintenant, en 2002. Et un petit peu par hasard, à l'époque, je travaillais dans les cosmétiques, dans une très grande multinationale française dont je tairai le nom pour ne pas faire de publicité. Mais j'ai été immédiatement bluffé par tout ce qu'on voit d'extraordinaire à Lisbonne, évidemment. Le cadre de vie, les gens, cet extraordinaire cadre de vie inimitable et pour lequel
qui a un petit peu changé depuis, mais ça a été vraiment un coup de cœur au départ. Ensuite, il y a deux choses qui sont plus concrétisées et qui ont fait que je me suis localisé de manière un peu plus définitive. Évidemment, j'ai rencontré la femme de ma vie, Rita, qui évidemment en termes de localisation est quelque chose d'assez important dans une vie, la construction d'une famille. Et 10 ans plus tard, donc en 2012, ma trajectoire a un peu croisé celle de Benamor. Et donc, comment j'ai connu Benamor, c'est une histoire aussi pas très intéressante, mais finalement qui va à l'encontre de votre question. J'ai fait la connaissance à l'époque de quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Catarina Portage, donc la fondatrice de la Vida Portuguesa, qui entretient cette relation aussi proche avec toutes ces marques anciennes portugaises qu'elle fait aussi revivre au sein de ses boutiques avec énormément de goût. Et donc, à l'époque, j'ai fait sa connaissance via mon épouse et je lui ai demandé voilà, quels sont les produits cosmétiques en Portugal. Elle m'a tout de suite parlé de cette marque Benamor, donc d'une adorable petite crème de main, un tube très très joli qui était vendu dans sa boutique et qui était contre toute attente dans les meilleures ventes de sa boutique. Donc, j'ai été super étonné de voir que dans une boutique qui était plutôt à destination de vente touristique, il y avait un produit de cosmétique comme ça qui était dans le top de ses ventes. Donc, je suis allé voir, j'ai regardé le produit, j'ai été complètement épaté dès le départ par le potentiel. Parce qu'il y avait deux choses en fait je ne vais pas parler beaucoup de la marque, mais il y avait deux choses qui sont très très importantes dans un succès cosmétique. Et c'est l'aspect évidemment émotionnel, esthétique, qui est immédiat dans cette marque, et on peut le voir un petit peu derrière aussi, qui fait qu'on trouve beau parce que ça correspond à une tendance, ça correspond à une émotion qu'on a immédiatement en face d'un produit. Et d'un autre côté, il y avait une dimension très fonctionnelle, c'est-à-dire le truc marchait vraiment. C'était une crème d'une excellente qualité. Je l'ai testé à Paris, je l'ai testé à Londres, chez des amis. J'ai eu des commentaires assez incroyables. Donc, je me suis dit, les deux sont réunis. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et donc, on s'est lancé avec… ça a duré 3 ans hein, pour réussir à faire cette opération. On s'est lancé avec… mon ami de toujours et associé Philippe Cerzedello, qui m'accompagne dans cette aventure. Donc, on est à deux là-dessus depuis le début. Et c'est quoi l'enjeu de cette marque et pourquoi elle plaît? D'abord, comme je dis, on veut construire une marque qui est une vraie marque de cosmétiques avec une dimension mondiale. Avec une gamme de produits très large, une gamme de produits qui vraiment est en phase avec les tendances et qui a un potentiel dans le monde entier et pas seulement au Portugal. Ça, c'est vraiment… Je vous arrête une toute petite seconde. Au jour d'aujourd'hui, vous en êtes où? Donc, au Portugal, on vous voit à peu près partout. Il y a déjà d'autres pays dans lesquels on vous voit? Oui, absolument. Ça fait 6 ans qu'on travaille, ça fait 7e année qu'on a relancé la marque. On est au Portugal d'abord dans 6 boutiques en propre qu'on a à Lisbonne et à Porto, 5 à Lisbonne et 1 à Porto. On est au-delà de nos boutiques dans environ 120 pharmacies et parfumeries, puisqu'on parle d'une distribution sélective, c'est-à-dire premium. Hein, on n'est pas dans le mass market, parce que c'est une marque qui a un positionnement raisonnement luxe. Et à l'étranger, on a commencé à se développer quasiment en même temps du lancement de la marque en 2016. On est dans une 30aine de pays déjà. Donc, Ou à travers de l'Europe. pharmacies? Est-ce que vous êtes en propre dans ces pays ou à travers un Non, réseau pas de du tout. pharmacies ou de partenaires, de Pas du distributeurs? tout. On fait confiance à des partenaires à long terme. Donc, on est avec des distributeurs, la plupart, avec des agents, des gens qui investissent sur la marque, que ce soit en Europe ou un peu plus loin, en Asie, notamment en Chine et en Corée, où là, les partenaires, c'est des gens qui sont clés parce que
vous pensez bien qu'une marque comme Benamor, en termes de notoriété internationale, on n'est nulle part, on n'existe pas, ou très très peu. Quand on est à côté d'un grand de la cosmétique mondiale, eh ben, on ne pèse pas grand-chose en termes d'attractivité immédiate, enfin de notoriété, évidemment, parce que les gens vont dans le point de vente pour acheter quelque chose la plupart du temps qu'ils connaissent, sur lequel ils sont déjà fidélisés ou conditionnés. Donc, on a besoin, évidemment, de partenaires, de distributeurs qui investissent sur la marque, que ce soit en digital ou de manière classique, qui font monter ce nerf de la guerre qui s'appelle la notoriété, qui fait que quand on arrive dans des points de vente qui ne sont pas des points de vente en propre, pour répondre à votre question, mais des parfumeries classiques, eh bien, on puisse reconnaître Benamor parce qu'on l'a vu quelque chose. On l'a vu quelque part, pardon. Et ça, c'est extrêmement important en termes de réussite internationale. D'accord. Et l'ouverture de boutiques en propre, c'est dans un deuxième temps là? Ce sera dans un deuxième temps. Enfin, on veut absolument ouvrir à l'international des boutiques en propre également. Hein. C'est pas du tout exclu. Maintenant, parce que on sait que c'est important. On sait que c'est important surtout pour une marque ce qu'on appelle indépendante. On appelle ça les marques indie, c'est-à-dire que c'est des marques un peu alternatives. Hein. C'est très important parce que quand on va dans une boutique Benamor, telle que vous la voyez derrière moi, on essaye de garantir à la fois l'histoire de la marque, l'ADN de la marque, le respect des choses qui sont là depuis 100 ans, et en même temps, et c'est ça toute l'ambition, et c'est ce que vous disiez dans votre question, quelque chose de très actuel, de très contemporain, qui séduit également les consommatrices d'aujourd'hui, et pas seulement les consommatrices nostalgiques de l'art déco, eh bien, c'est important d'avoir une boutique pour exprimer d'une manière immédiate, très claire, ce que sont nos codes, ce qu'est la marque, la gamme, etc. Parce qu'on a beaucoup plus de chances, évidemment, de convaincre quand on a cet univers autour de soi que quand on est sur une petite tablette perdue dans un point de vente, quelle que soit l'image du point de vente. Très bien. Alors, là, on a vu un petit peu donc, la rencontre avec la créatrice de Vida Portuguesa. Tout ça, ça vous a permis de commencer à vous rapprocher donc des propriétaires. Il a fallu les convaincre de vendre ou ils étaient déjà un petit peu dans leur tête convaincus qu'ils devaient vendre? C'était des gens âgés? Ah oui, 80 ans, oui. Donc, non, personne ne nous attendait, en tout cas pas eux. Il faut imaginer une société portugaise de presque 100 ans, enfin 80 ans à l'époque, avec des familles à convaincre, avec des familles à réunir, et au-delà d'une marque, il y a une véritable industrie parce que c'est une marque dans un portefeuille de marques. C'est une société qui s'appelle Nali, qui a été fondée dans les années 30 et qui a développé Benamor, mais aussi un certain nombre d'autres marques, uniquement sur le marché portugais, parce que le Portugal au XXe siècle, c'est une économie qui est très fermée, qui est très regroupée et recentrée sur elle-même. Donc, on a besoin de produire pour le marché national. Et c'est ce qu'ont fait ces fabriques au cours du XXe siècle portugais. Donc, Nali, c'est le nom de notre société, est une société qui produit beaucoup, qui produit Benamor, qui produit une autre marque qu'on a lancée plus récemment qui s'appelle la marque Nali, justement, Nali Portugal 1933, qui est une marque qui est présente plutôt dans un circuit mass market. Et c'est une société, une usine qui produit également pour les grands de la distribution portugaise, Pingo Doce, Jérôme Martins, Continent, sur des produits comme le gel douche, le savon liquide. Donc, on est une industrie, on produit. Et donc, c'est une histoire qui est un petit peu le reflet du XXe siècle portugais, avec nos marques, avec le développement et le redéveloppement à présent de nos marques et le maintien d'une industrie avec 90 personnes qui travaillent tous les jours, sur lesquelles on a une responsabilité sociale, sur lesquelles on veut évidemment pérenniser une activité. Et je pense que tout le monde est très, très fier chez nous de revoir naître ce qui a été au début de l'aventure, c'est-à-dire une marque qui est presque centenaire et qu'on voit renaître
évidemment au Portugal parce que c'est une archi-priorité pour nous et on est très légitime et on a une vraie ambition sur le Portugal, mais également nos employés, nos opérateurs, les gens qui sont travaillés à l'usine sont super fiers de voir évidemment des palettes qui sont expédiées vers la Corée, vers la Chine. C'est un grand sentiment d'ownership, de fierté retrouvé à travers la marque Benamor. Alors, donc, si j'ai bien compris, Benamor, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. C'est la marque phare, c'est la marque la plus connue. Est-ce que c'est aussi la marque la plus haut de gamme de Nani, de l'ensemble de ce que vous fabriquez, ou est-ce que le reste de la fabrication est au même niveau de qualité que Benamor, juste présenté différemment? Alors, la qualité, c'est un mot qui est très, très important quand on parle de cosmétiques. Donc, la qualité, elle est partout, quel que soit le type de distribution et le type de produit qu'on fait. Simplement, c'est une question qu'on me pose depuis une quarantaine d'années que je suis dans la cosmétique. C'est assez amusant. Mais tout est une histoire de distribution, vous savez, dans la cosmétique. Évidemment, il y a des produits à grande valeur ajoutée, avec beaucoup de technologie, avec des investissements sur du packaging, avec du design, qui sont distribués dans des points de vente les plus valorisés. Et il y a des autres produits qui sont d'excellente qualité, avec une optimisation des coûts de production qui permet à des produits de très grande qualité d'être disponibles à des prix plus accessibles et donc dans un circuit de distribution qui est plus accessible, comme les hyper et les supermarchés. Pour parler de Benamor, sans aucun doute, c'est notre marque la plus premium, c'est notre marque la plus sélective, parce que d'un point de vue historique, ça a vraiment été le premium du Portugal, et elle a intrinsèquement des choses qui sont vraiment en ligne avec le marché du luxe. Je vous donne simplement un petit exemple. On produit depuis 1926, donc un an après. Nos produits sont préparés à la main. On a des opérateurs, tout est fait à la main et avec un petit peu de mécanisation, mais nos produits sont conditionnés, c'est des tubes en aluminium qui sont conditionnés donc d'une manière extrêmement précautionneuse. Il n'y a rien de plus sensible qu'un tube d'aluminium. Quand un tube d'aluminium tombe par terre, évidemment, il est un petit peu cabossé, etc., il est invendable. Donc, on a des process artisanaux où les gens qui travaillent qui travaillent avec nous sont des gens qui sont ultra bien formés, avec une connaissance comme ça qui se transmet de génération en génération, où le rôle, où l'implication et la main-d'œuvre est extrêmement importante. La qualité et la qualification de la main-d'œuvre est extrêmement importante. C'est un petit peu comme l'ultra-luxe des sacs, vous savez, ou l'artisanat en France sur des marques extrêmement prestigieuses, Chanel, Vuitton. La part de la main-d'œuvre est extrêmement importante parce que c'est une main-d'œuvre qui est qualifiée, qui connaît parfaitement son produit, où il y a un know-how qui se transmet comme ça. Et nous, c'est un petit peu pareil. On a des process comme ça, des secrets pour des secrets de recettes de beauté comme ça qui se transmettent, qui sont transmises depuis très très longtemps. Et on a des process comme ça artisanaux où les gens font très attention évidemment à ce qu'ils font. Et il y a une grande partie de notre production qui est faite à la main, donc qui justifie un positionnement prix extrêmement… ça reste quand même accessible, évidemment. Il faut comparer à d'autres secteurs d'activité, mais ce qui justifie un positionnement premium et un univers qui est comme celui que vous voyez derrière moi, c'est-à-dire un univers très sélectif, très beau, très, très, très luxueux, où on donne envie, évidemment, aux gens de connaître ce qui se passe derrière simplement les produits et l'histoire et le process. Ben, c'est exactement ce que vous dites. Ouais. En regardant ça, ben, on a envie de prendre un petit pot, là, de mettre un peu de crème dans les mains et puis de se frotter les mains. C'est passionnant, Pierre, ce que vous nous dites. On pourrait faire une émission entière. Là, on est bien au-delà du temps qui nous était imparti. Bon, ben, je pense que pour nos auditeurs, ça sera un vrai avant-goût de Benamor, que pour ceux qui ne vous connaissent pas, leur donnera envie d'aller voir, d'aller toucher. Puis on espère qu'on vous aura pour une émission un peu plus longue, un peu plus grande, où on pourra peut-être plus parler, plus aller dans les choses.
peut-être aussi plus parler d'avenir, parce qu'on voit ce Nali 1933 ou peut-être d'autres marques. Et voilà, et peut-être que demain, voilà, peut-être que vous dépasserez L'Oréal, ou vous rejoindrez L'Oréal, ou vous C'est retournerez. vous qui l'avez dit. Ouais. Pourquoi pas? Je veux dire, tout est ouvert. Et en disant ça, là, je pense à un livre. Comment s'appelait ce livre? Je crois que c'était l'histoire de Estelle Lauder. Anna de l'écrivain, le romancier économique Sulitzer. Ah oui, Aussi, ah oui, oui. Anna, oui. c'est une histoire de. C'est une C'est histoire vrai qu'elle était un peu liée à la cosmétique. Ouais, c'est ça, c'est une histoire de cosmétique. Merci beaucoup et on vous merci à dit vous, Bernard. à très très bientôt. Et c'est maintenant au tour de Pierrick Renaud du cabinet Secaz, on va très, très gentiment terminer cette émission avec lui. Un sujet assez nouveau, un sujet dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler. On a beaucoup parlé de son contraire, donc la mondialisation. Et aujourd'hui, Pierrick a décidé d'aborder le sujet de la démondialisation et tout particulièrement de savoir si elle est en marche, si elle a commencé. Alors, on démondialise, Pierrick? Écoutez, bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Alors effectivement, c'est vraiment un sujet passionnant aujourd'hui, la démondialisation. Il y a beaucoup à dire. Et bon, ces 2 dernières années, notre planète a été ravagée par la pandémie de Covid-19, une Chine qui ne s'en sort pas par le virus, puis une guerre en Ukraine qui se poursuit. Ces événements ont vraiment permis à cette nouvelle idée de s'installer, comme vous l'avez dit, la fin de la mondialisation. Alors, le commerce mondial n'est plus ce qu'il était et les chiffres ne trompent pas. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, prévoit une progression des échanges de marchandises de 3% en 2022, inférieure à la croissance mondiale qui pourrait approcher les 4%. La réalité immédiate de ce que nous avons sous les yeux va dans ce sens. Le commerce mondial a été freiné par la quasi-fermeture du port de Shanghai. Il y a des goulets d'étranglement un peu partout, provoquant des pénuries, tandis qu'un grand pays, la Russie, est isolé de force d'une partie de la circulation mondiale des marchandises et des personnes. Certaines grandes figures de la finance, et je pense notamment à Larry Fink, le dirigeant de BlackRock, estiment de son côté que l'invasion russe a mis fin à la mondialisation que nous avons expérimentée ces 3 dernières décennies. Alors, de fait, le scénario est idéal pour montrer qu'un virage a été pris par étapes par rapport aux années 90. Notamment après la crise financière de 2008, c'est d'abord une démondialisation des capitaux que nous avons vue avec le Covid. C'est celle des marchandises suscitant une envie de… pardon, excusez-moi. C'est d'abord une démondialisation des capitaux que nous avons vue avec le Covid et par la suite, avec l'invasion de l'Ukraine, c'est une démondialisation politique. Et cette mondialisation-là s'est clairement arrêtée il y a plus d'une décennie. L'OMC le rappelle dans ses dernières prévisions. Le commerce mondial des marchandises a augmenté 2 fois plus vite que le PIB mondial avant la crise financière de 2008, mais le ratio entre la croissance du commerce et la croissance du PIB est tombé autour d'en moyenne 1 après la crise. À y regarder de plus près, les échanges progressent depuis à un rythme un peu moindre que la production. C'est bien une forme de démondialisation qui est à l'œuvre. Et certains experts estiment que le retournement a eu lieu avant la crise financière. Et les causes en sont multiples. On peut notamment penser à la nécessité de produire plus près des consommateurs, à la hausse des salaires dans les pays émergents ou encore à la concentration des industriels chinois sur leur marché intérieur. Mais alors pourquoi Larry Fink parle-t-il maintenant d'une fin de la mondialisation? Peut-être parce que cette fin ne vient plus d'une pluralité de décisions économiques, mais d'un choix politique. Vladimir Poutine aurait cassé la dynamique en décidant d'attaquer l'Ukraine. Mais c'est un point de vue très américain. Vu d'ailleurs, il est parfaitement possible d'estimer que le vrai coup d'arrêt politique a été donné le 8 novembre 2016 avec l'élection aux États-Unis de Donald Trump qui avait bâti, il faut le rappeler, son programme sur la fermeture des frontières. Alors depuis, les relations commerciales sont devenues beaucoup plus tendues entre les États-Unis et la Chine d'abord, puis aussi entre les États-Unis et l'Europe, et enfin entre l'Europe et la Chine. L'épidémie de Covid a encore éloigné les uns des autres. Alors peut-être alors Larry Fink songeait non pas aux marchandises, mais aux capitaux. Pourquoi? Parce que son métier est de placer l'argent des autres un peu partout dans le monde. Et les mesures de blocage financier de la Russie décidées par les grandes capitales occidentales marquent ici un tournant, puisque les investisseurs devront désormais prendre en compte un nouveau risque géopolitique.
Mais la rupture majeure sur les mouvements de capitaux date, elle, précisément de la crise financière de 2008, qui les avait brutalement figés. Depuis, les flux bancaires entre pays n'ont jamais retrouvé leur niveau d'avant-crise. Et les investissements directs à l'étranger ont continué, mais à un rythme très amoindri. Donc, la démondialisation n'a rien d'une nouveauté. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est le signe d'une autre réalité, la refragmentation du monde qui va logiquement l'accentuer. Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international, le FMI, a évoqué récemment le risque croissant de la fragmentation de l'économie mondiale en blocs géopolitiques avec des normes commerciales et technologiques, des systèmes de paiement et des monnaies de réserve différentes. La Russie, par exemple, pourrait s'agréger dans un bloc chinois, comme le montre l'accord prévoyant la construction d'un énorme gazoduc entre les deux pays, signé juste après l'invasion. Les marchandises et les capitaux ne sont pas les seuls touchés. Les touristes, les services, les données vont moins circuler d'un bloc à l'autre. La mondialisation appartient à notre passé, et d'autres experts n'adoptent pas une position aussi drastique. Je pense à Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, et l'OMC déploie depuis quelques années l'idée de la mondialisation entre amis qui se subsisterait à celle que l'on a connue pendant 30 ans et permettrait d'éviter la démondialisation. Alors, le constat a sa part de vérité, mais il est aussi très politique. Celle qui fait échanger des pays qui ont les mêmes valeurs et pas seulement économiques. Et cette idée a été également développée par l'OMC en commentaire de la guerre en Ukraine, idée selon laquelle, à côté des relocalisations, il y aura un mouvement vers une mondialisation entre amis dans laquelle des biens stratégiquement clés sont produits chez soi ou par des pays alliés. Alors, le concept, bien sûr, un petit air connu. Donald Trump a déjà essayé de rallier l'Europe dans son combat contre la Chine. Et il faut aussi le lire comme la volonté américaine d'embarquer le monde dans cette voie. Ce n'est pas nécessairement la voie européenne. Mais cette grille de lecture complète et affine l'analyse selon laquelle la mondialisation se régionalise. Pour aller plus loin, il faudrait tenir compte de l'évolution des transferts de données numériques, de la mobilité des personnes et aussi des idées. Mais ce qui est certain, c'est que cette évolution de la mondialisation survient au moment où un défi lourd, le climat, nécessite une coopération mondiale. Alors, c'est très bien tout ça, mais j'ai quand même une question. La première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on exagère? C'est-à-dire que d'un côté, avant, on voulait que de la mondialisation, toute la mondialisation, et c'était mieux de produire ça là, et ça là, et ça là, et ça là. Et maintenant, en fin de compte, on a deux coups de pétard. Alors, je le reconnais, c'est des gros coups de pétard. La pandémie et ses conséquences sur un petit peu cette fermeture de l'usine. Et d'un autre côté, la guerre, oui, ok, c'est des gros coups. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on exagère et que de toute façon, les marchandises dont les gens ont besoin, ils en ont besoin, point, c'est tout. Donc, allez-y, je vous écoute et après, je compléterai. Non, je suis assez d'accord avec vous. Après, il y a différents points de pensée. Mais bon, comme je vous le disais, les chiffres ne trompent pas. Et c'est vrai que bon, on a une progression des échanges de marchandises, mais quand ils sont inférieurs à la croissance mondiale, ben forcément, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Après, il faudra voir aussi dans le futur, voir ce que également la situation géopolitique va donner. Et puis, on pourra se prononcer par la suite. Mais non, je ne pense pas qu'on exagère. Je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité. Et voilà, on verra par la suite. Alors, moi, je vais vous dire pourquoi je crois qu'on exagère. Parce que, alors, il y a d'abord du stratégique. Tout le monde dit, on a vu avec le Covid, on a besoin de fabriquer un minimum de masques chez nous, on a besoin de fabriquer un minimum de médicaments chez nous. OK, soit. Mais ça ne va rien changer, en fait, à la mondialisation. On va juste avoir d'autres échanges. Mais de toute façon, pour faire des masques, il faut du coton. Donc, OK, les masques, on va les faire chez nous, mais le coton, on ne va pas le fabriquer chez nous. Les Ukrainiens produisent plus de céréales parce que la configuration de leur pays et la terre de leur pays est d'une qualité suffisante pour produire des céréales à un bon prix. Et c'est pour ça qu'ils vont l'exporter. Et les gens dans le monde, sans les céréales ukrainiennes, ont faim. Et sans les céréales ukrainiennes, si on déforeste l'Amazonie, dans ce cas-là, c'est des problèmes à plus long terme. Et de toute façon, envoyer du blé d'Amazonie en Afrique, ça coûtera toujours plus cher que d'envoyer de l'Ukraine en Afrique, puisque les distances sont
sont plus longues, tout simplement. Donc, et après, quand vous dites cette mondialisation entre amis, ça me fait penser à une phrase de Raymond Aron qui disait les États n'ont ni amis ni ennemis, il n'y a que la raison d'État. Donc, nos amis d'aujourd'hui sont nos ennemis hier et nos ennemis de demain sont nos amis d'aujourd'hui. Donc, voilà. Et de toute façon, sur le pétrole, vous avez aussi parlé de gens ayant les mêmes valeurs. Globalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont du pétrole et les mêmes valeurs que nous. Alors, Non, c'est sûr, c'est sûr. vous voyez ça, vous? Non, je suis d'accord avec vous sur le principe. C'est vrai que bon, non, pour moi, la mondialisation entre amis, c'est quelque chose qui est plus adapté. C'est vrai que vous avez parlé du pétrole et c'est très juste. On a encore besoin du pétrole et c'est vrai que ben, tout le monde n'a pas du pétrole en ce moment. Donc non, je suis vraiment assez d'accord avec vous sur ce point-là. Après, si on doit faire des substitutions d'énergie et aller vers une forme autonomie d'énergie ou de choses comme ça, on va automatiquement renchérir les coûts et on va tomber dans un problème qu'on connaît bien ici, qui sont les problèmes d'inflation. Et là, on va se dire, oh là là, on arrête un petit peu. Et là, je pense qu'il faut aussi revenir à la genèse. Hein. La mondialisation n'a existé que pour faire baisser les prix. Et donc, faire baisser les prix, c'était deux choses. C'était d'abord pouvoir mettre à plat l'inflation et c'était aussi pouvoir faire rentrer dans un salaire compatible, entre guillemets, une vie compatible. Et on voit bien aujourd'hui l'inflation qui repointe son nez et on voit bien que dans un pays comme la France, on est en train de trouver des solutions, entre guillemets, d'aide, d'assistance et d'État pour lutter contre l'inflation. Et moi, je fais partie des gens qui étaient jeunes en 1974 et je me rappelle, en 1974, quand le pétrole a augmenté d'un coup, c'était baisser le chauffage. Donc, la solution de l'État, c'était rouler moins vite. Vous allez économiser aussi du carburant, baisser votre chauffage. Vous aurez peut-être un peu froid, mais vous économiserez du carburant. Et donc, vous payerez votre carburant, votre combustible plus cher, mais comme vous en consommerez moins, ça vous fera le même budget à la fin du mois. Et aujourd'hui, on ne dit plus de tout ça aux gens. Hein. On ne leur dit pas rouler moins vite, on ne leur dit pas demander de faire une journée de télétravail pour économiser un petit peu de transport. On ne leur dit pas ça. On leur dit on va vous faire un petit bouclier et des choses comme ça. Et quand je regarde dans le tourisme, il y a plein de pays qui annoncent des records. Donc, OK, on ne va plus faire du tourisme en Russie, on ne va plus faire du tourisme en Ukraine. D'accord. Mais Punta Cana, c'est un record des entrées. Le Portugal, c'est un record des entrées. Donc, je ne vois pas pourquoi aussi le tourisme va baisser. Et de toute façon, il va bien falloir trouver de l'industrie si on veut de la croissance. Alors, vous en pensez quoi? C'est sûr. Non, c'est sûr. Je suis totalement d'accord avec vous. Vous avez parlé du tourisme, et c'est vrai que voilà, on le voit, vous l'avez dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes, donc c'est vrai. Non, je suis totalement d'accord avec vous. Après, il faudra voir aussi la durée de la guerre, l'avenir, etc., ce qui va se passer. Mais sur le fond, non, je suis d'accord avec vous. Alors, est-ce que de l'étude que vous avez faite de ce sujet et de votre maîtrise de ce sujet, est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'on va vers autre chose ou qu'on va vers la même chose différemment? C'est-à-dire, si on essaie d'imaginer le monde de demain, voilà, d'où vont venir nos vêtements? Est-ce qu'on va relocaliser en France? Est-ce qu'on va localiser ailleurs? Mais tout ça, est-ce que les prix vont monter? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous voyez comme changement dans cette démondialisation? Juste si on enlève des mots, mais dans le quotidien de tout un chacun, qu'est-ce que vous voyez changer? Bah, écoutez, moi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, il y a des biens, des choses qu'on ne peut pas produire en France ou ailleurs. Donc, il y aura forcément des échanges de marchandises, certaines mondialisations. Donc, pour répondre à votre question, je pense que voilà, si on est sur totalement une démondialisation, forcément les prix vont augmenter et ça va poser des problèmes comme on connaît avec l'inflation. Donc, pour moi, il y aura toujours une certaine forme de mondialisation. C'est pour ça que je suis vraiment d'accord avec vous sur le sujet. Après, voilà, il va falloir voir comment les prix vont augmenter, comment on va aussi réagir par rapport au climat et ces problèmes de pétrole, de transition énergétique, etc.
Donc voilà, je pense qu'il y aura toujours une certaine forme de mondialisation et voilà, que les États vont s'accorder sur les biens, les produits qui sont vraiment de première nécessité. Donc il y aura toujours une certaine forme de mondialisation. D'accord. Mais ces analyses que vous avez faites vous laissent penser qu'on va vers un nouveau monde ou c'est juste notre monde qui évolue doucement et après, bon, la presse, la manière de parler, il faut donner de la résonance, donner des choses, donc on lance des mots qui sont très forts. Mais la question que je me pose, est-ce qu'on n'est pas juste dans une évolution et qu'on pourrait dire, bon, allez, on a tiré vraiment fort sur la corde de l'ultra-mondialisation, on lâche un petit peu l'élastique, le commerce extérieur reste très dynamique, on va juste faire un petit peu attention. Bon, on a des leçons. Le monde, ça je suis d'accord avec vous, il va se rebipolariser. Donc on a vécu 30 ans d'un monde qui n'était pas bipolaire, hein, donc 1990-2020. Avant, on avait le monde bipolaire de la guerre froide. Et là, maintenant, on va avoir un monde qui va à nouveau se bipolariser. Il va même peut-être y avoir 3 pôles. De toute façon, on a le pôle Amérique-Occident, ça c'est sûr. On a un pôle Chine, Asie, Russie. Et comme en Chine, il y a quand même 2 beaux candidats. Hein. Il y a l'Inde et la Chine. Donc la Chine a une avancée économique certaine. Et l'Inde est un pays suffisamment puissant, suffisamment fort et suffisamment grand pour représenter un bloc à lui tout seul, ou peut-être quelque chose même de non aligné. Et puis on aurait le bloc Chine-Russie, le bloc Occident avec comme États-Unis les leaders, et un espèce de bloc non aligné avec peut-être le Brésil et l'Inde, encore que je ne sais pas trop. Ça me paraît assez bizarre que le Brésil et l'Inde puissent être compatibles en matière de sujets. Allez, comment vous voyez ça en 1 minute et après ce sera temps de conclure. Alors après, voilà, comme je le disais, on a vécu là 2 années entre le Covid, la Chine qui s'en sort pas avec le virus, la guerre en Ukraine. Donc, voilà, on est vraiment sur 2 années qui sont très particulières. Donc après, je pense que voilà, il faut voir ça sur une période de long terme, sur le long terme, voir comment ça va se passer. C'est vrai que pour moi, voilà, la mondialisation était vraiment à son summum et depuis 2008, on voit que ben, ça diminue, ça diminue. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment en reparler dans quelques temps et on pourra voir si on avait raison ou pas, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité et à voir par la suite. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. C'était votre première intervention. On aura un peu plus l'habitude de vous voir à la saison prochaine avec des sujets tout aussi intéressants que celui-là. Bonsoir. Il est maintenant temps de nous quitter et bonsoir à tous. La French Radio, Portugal.